bonjour, bonsoir à toutes et tous. Au nom du groupe INSA, bienvenue. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour ce 13e INSA Talk, We Women Engineers, version 2, puisqu'en effet, nous avions déjà traité ce sujet il y a tout juste un an. Alors, vous êtes une centaine d'inscrits. J'espère que les autres ne tarderont pas à nous rejoindre. Et c'est toujours donc un certain nombre d'élèves et d'alumni qui sont issus des écoles membres du groupe INSA. Donc, toujours une belle diversité. Donc, les micros sont éteints. Pour ceux qui nous entendent, eh bien, vous le savez, c'est vous posez les questions derrière le chat. Et nous aurons aujourd'hui, alors peut-être Isabelle, mais probablement assistée de Cécile, parce qu'il y a des problèmes de voix, je crois. En tous les cas, Isabelle Najwa Saïdou est diplômée Lyon, GM 2020. Elle est actuellement chez Deloitte à Bruxelles. Et tu m'avais déjà participé à un INSA Talk l'année dernière sur le sujet de l'entrepreneuriat à l'international. Donc Isabelle, merci pour ta contribution et ta fidélité. Alors notre invitée institutionnelle aujourd'hui, j'ai plaisir à vous présenter Cécile Pruvot, référente pour le centre Gaston Berger à l'INSA Centre Val-de-Loire. Cécile, à toi. Merci beaucoup Marie-Pierre de me laisser la parole pour ces quelques mots introductifs auxquels j'ai grand plaisir à participer. Alors aborder peut-être la question de la carrière des femmes à l'international, c'est à l'évidence une question centrale pour le groupe INSA qui s'est toujours engagé pour favoriser l'inclusion de toutes les diversités. Cette inclusion est une des composantes de notre modèle INSA et un champ d'action majeur pour l'Institut Gaston Berger et les centres Gaston Berger au sein des INSA. Donc, le groupe INSA favorise l'accès des filles aux études d'ingénieurs par un ensemble de dispositifs qui visent à développer la diversité. Le livre blanc qu'on a publié dernièrement, qui s'appelle Diversité et ouverture sociale, qui est rédigé par l'Institut Gaston Berger, est paru en septembre dernier, fait justement l'état des lieux de cette diversité, mais aussi les points de vigilance sur lesquels nous devons porter encore davantage d'attention et d'efforts. Alors, le groupe INSA, en quelques chiffres, c'est une progression du nombre d'étudiantes de manière générale, 34,4% d'étudiantes, contre 29% dans les formations d'ingénieurs. Donc, on voit qu'on est plutôt bien positionné. Et c'est donc 3,5 points supplémentaires en 5 ans. C'est une féminisation qui augmente en première année. Plus de 40% de femmes parmi les primo-entrants de filière S en première année. On a pris 7 points en 12 ans. Pour autant, en terminale S, les jeunes hommes candidatent plus que les jeunes femmes. C'est une différence significative pour les formations en apprentissage qui ne compte que 21% d'étudiantes apprenties. Et on a une sous-représentation des filles dans les filières sportives, 27%, mais par contre une surreprésentation des filles dans les filières artistiques et internationales, avec plus de 55%. Alors, ces quelques chiffres témoignent d'une réelle évolution dans le groupe INSA quant à la féminisation des effectifs étudiants, qui bénéficient de l'ensemble des dispositifs déployés au niveau national, mais aussi au plus près des territoires et notamment au sein des INSA. Et on peut penser en particulier à tous les dispositifs des cordées de la réussite et qui permettent justement d'atteindre une mixité femmes-hommes au sein de nos communautés étudiantes. Alors pour autant, ces chiffres nous renvoient aussi le poids des représentations sociales, très marqué, on le voit à l'instant pour le sport de haut niveau par exemple, les filières artistiques ou internationales ou encore l'apprentissage qui demeurent extrêmement genrées. Ces représentations sociales, elles pèsent d'ailleurs aussi très largement sur le devenir professionnel de nos diplômés et précisément sur les carrières féminines à l'international. Quelques chiffres, alors qui ne sont pas spécifiques au groupe INSA, qui sont d'ordre national, sont à cet égard significatifs et vont peut-être faire écho au regard des témoignages qui vont suivre. 90% des effectifs missionnés à l'étranger par les entreprises sont des hommes. La moyenne des postes expatriés proposés aux femmes n'est que de 20%. Les taux d'expatriation sont de 15% pour les hommes et de 8% pour les femmes. Concernant les différences salariales, un tiers des femmes affirment avoir un salaire plus bas que dans leur pays d'origine, alors que seuls 25% des hommes ont le même problème. Et alors, encore plus éloquent, il y a plus de 4 Français sur 5 qui s'expatrient en couple. Dans 9 cas sur 10, c'est la femme qui suit son conjoint dans l'expatriation qui est perçue comme un sacrifice par rapport à sa propre carrière. La situation qui verrait un homme quitter son travail pour suivre sa femme dans un autre pays est dès lors beaucoup moins fréquente, donc ce qui doit évidemment nous interroger. Alors, ces chiffres illustrent le poids des normes sociales sur les carrières féminines et sur les prises de poste à responsabilité à l'international,
Les femmes sont toujours confrontées à un dilemme encore trop récurrent qui les fait osciller entre sphère professionnelle et sphère familiale. Beaucoup d'études en font état. La plupart des femmes qui suivent leur mari c'est la plupart des femmes qui suivent leur mari à l'étranger pour leur carrière à eux et sacrifiant par là même leur propre carrière. Et puis les préjugés perdurent. Les femmes seraient plus fragiles que les hommes, moins ambitieuses, moins résistantes au stress, moins adaptables à des cultures différentes et finalement aussi hésiteraient à faire des sacrifices personnels. Le plafond de verre, pourtant largement décrit et décrié aujourd'hui, demeure et peut-être encore plus pour l'accès des femmes aux postes internationaux. Olivier Mérignac, qui est un universitaire spécialisé en management interculturel, montre que les femmes cadres s'expatrient soit entre 20 et 30 ans, alors qu'elles sont célibataires et sans enfants, soit après 41 ans. Et seules les femmes célibataires peuvent prétendre à un poste similaire à celui des hommes. Alors comme si le célibat était la clé de la réussite d'une carrière internationale pour les femmes, donc question qui à l'évidence ne se pose pas pour les hommes. On voit bien là une source d'interrogation profonde. Alors néanmoins, les représentations évoluent et avec elles les carrières des femmes à l'étranger. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à occuper un poste à haute responsabilité, témoignant d'une véritable avancée sociale. Pour le groupe INSA, donc, nous comptons plus de 10% des diplômés ingénieurs qui travaillent à l'étranger. On resterait à affiner ce chiffre selon le sexe, bien entendu. Donc ceci nous renvoie à la question de la diversité, préoccupation centrale pour le groupe INSA, et pour lequel nous portons donc une attention toute particulière, notamment dans le cadre des travaux de l'Institut Gaston Berger et des centres Gaston Berger. Merci beaucoup, Cécile, pour ces propos introductifs, à la fois ces données sur le groupe INSA à l'échelle nationale. Cela confirme l'engagement du groupe sur ces enjeux, mais on l'a compris, les marges de progrès sont encore nombreuses. Alors, cette initiative des INSA Talks a fait ses preuves. On a démarré cela il y a maintenant presque 1 an et demi. Et le succès rencontré est dû évidemment à la grande qualité des intervenants et un public fidèle et qui, j'espère, aujourd'hui va nous rejoindre très vite. Donc, un INSA Talk, c'est un rendez-vous qui est quasi mensuel, un partage d'expériences entre les diplômés INSA et les élèves ingénieurs INSA, entre les diplômés et leurs écoles. C'est aussi l'occasion pour vous de valoriser vos réseaux, de fédérer notre communauté INSA autour de valeurs de bienveillance et bien sûr, vous l'avez compris, d'international, puisque cette dimension internationale est intégrée dans nos stratégies de développement, de rayonnement. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, je propose un court sondage pour savoir un petit peu qui est aujourd'hui autour de l'écran. Donc, je vous laisse rapidement répondre à ces quelques questions. Je laisse 1 minute et ça devrait aller très vite. Donc, les établissements sont plutôt bien représentés. On a un bon équilibre finalement entre les personnels, les alumni, les étudiants. La majorité d'entre vous sont en Europe. Par contre, 95% de l'audience est féminine. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit aperçu de notre public aujourd'hui. Alors le sujet, oui, Women Engineers, célébrer les carrières d'ingénieurs INSA au féminin n'est jamais banal à l'international. Performance, diversité, ambition, originalité sont toujours les maîtres mots. 4 invités d'exception pour illustrer cette thématique, 4 témoignages de diplômés INSA. Et nous aurons dans un premier temps Magali Anderson. Isabelle, si tu veux nous passer la prochaine diapo. Donc, Magali est Chief Sustainability and Innovation Officer chez Holcim, à Zug, en Suisse. Puis nous aurons, je l'espère, Sophie Breton, Senior Vice President Asia Pacific China chez Hager Group à Shanghai. Puis enfin, Marie-Hélène Mansart, Business Development Director Asia Pacific chez Axis Communication à Singapour. Et nous terminerons par Pauline Jouvet, Sales and Operations Manager chez SmartSmates à Bali. Un beau voyage en perspective. Magali, c'est à toi.
Merci Marie-Pierre et bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 4 intervenantes, il y a 3 mécaniciennes de 89, sachant qu'à l'époque, on était moins de 15, je dirais, sur 200 personnes sur les 2 groupes GMC-GMD. Donc, il faut croire que les mécaniciennes aiment l'international apparemment. Alors, moi, j'ai pris le virus de l'expatriation. Je pense l'avoir attrapé à l'INSA parce que je viens d'une famille moyenne, d'un petit village et je n'avais jamais voyagé avant. Et à l'INSA, j'ai fait plusieurs choses. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait, je crois, ingénieur et tiers-monde. C'était comme ça qu'on parlait des pays émergents. Et j'étais partie au Mali dans une mission pour faire du savon, où j'avais trouvé des sponsors pour faire ça. Ensuite, je suis allée faire mon stage au Brésil. Et là, c'était trop tard. Le virus était inoculé. Je ne pouvais plus… à la sortie de mon diplôme en 89, c'était juste pas possible de trouver un job en France derrière un bureau. Et le job que j'ai trouvé, le moins routinier que j'ai pu trouver, c'était de partir cette fois au Nigeria sur une plateforme pétrolière. Alors j'étais en gros au milieu de la mer sur une grosse structure métallique avec 80 bonshommes. Donc ça fait partie de ces expériences où on se sent très seul en tant que femme et on dit toujours ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc là, j'ai rencontré mon mari sur la plateforme pétrolière, c'était d'un romantisme absolu. Et depuis, on va bientôt fêter nos 30 ans de mariage, donc on est restés ensemble, mais on a dû beaucoup jongler ensuite. J'ai quitté, entre autres, j'ai dû quitter Schlumberger parce qu'ils n'admettaient pas les doubles carrières. Et je suis restée au Nigeria, où à 25 ans, je dirigeais une base de construction. Ensuite, je suis rentrée en France parce que j'étais enceinte. J'ai passé juste 2 ans, le temps de faire 2 filles aussi vite que possible parce que je voulais absolument repartir le plus vite possible. Et là, je suis partie en Indonésie, ce qui était plutôt pas mal d'ailleurs quand on a des enfants en très bas âge, ça amène du support. Ensuite, j'ai continué ma carrière. Alors, j'étais chez Schlumberger, j'ai quitté Schlumberger, je suis revenue chez Schlumberger. Au total, j'ai passé quasiment 20 ans. On est ensuite rentré en France une seconde fois. Là, cette fois, on y a passé un peu plus de temps. Ça a permis aux filles quand même de se créer des petites racines. Et là, je suis repartie à l'étranger et cette fois, je suis partie en Angola pour devenir directrice pays pour Schlumberger toujours. Je ne suis pas restée très longtemps, je suis restée 1 an et je suis partie ensuite en Roumanie pour prendre le poste de directrice Europe. Donc directrice de toutes les opérations de Schlumberger pour toute l'Europe. Et on l'avait positionnée en Europe de l'Est parce qu'on voulait vraiment développer le business dans cette région de l'Europe, alors qu'il était déjà très bien développé en Europe de l'Ouest. Et là, je suis rentrée une fois de plus en France. Enfin, nous sommes rentrés parce qu'à chaque fois, nous partions en famille. Schlumberger avec un système de double carrière plutôt bien, enfin, à toujours d'ailleurs, plutôt bien fait. Et du coup, on pouvait partir ensemble. Donc, on a pu éviter ce dont parlait Cécile tout à l'heure, du choix entre les deux, même si à ce moment-là, j'étais la leader en point de carrière, c'est-à-dire qu'on me bougeait d'abord et ensuite, on cherchait à bouger mon mari. Là, on y a repassé 5 ans, j'étais VP marketing et les 5 ans, c'était vraiment parce que je voulais mes filles rentrer au lycée et je voulais qu'elles aient une stabilité pour passer le bac proprement. Et mon dernier poste avec Schlumberger, c'était juste après ça où je suis partie en Chine pour faire du transfert de technologie de manufacturing à Shanghai. À ce moment-là, c'était il y a 5 ans. J'étais très contente dans l'industrie pétrolière, mais le pétrole, ça n'allait pas très bien. C'était le début de la crise. Et puis, j'ai eu une sorte de bouffée de valeur. J'avais envie de valeur dans ma vie. J'avais envie de faire un job qui avait plus de sens que juste gagner plein d'argent, enfin, faire gagner plein d'argent pour ma boîte. Et là, je suis rentrée chez Holcim à l'époque pour m'occuper de santé sécurité, qui n'était pas un poste que j'avais fait auparavant. Mais j'étais au niveau du groupe et voilà, je trouvais ça assez sympa de me lever le matin pour pouvoir, avec le but de sauver les vies. Et il y a 3 ans, on m'a proposé le poste où je suis actuellement, c'est-à-dire directrice du développement durable et de l'innovation en étant positionnée au niveau du CODIR. Et ça, donc je me suis dit, bon, avant, mon job, c'était de sauver des vies. Maintenant, c'est de sauver la planète. C'est aussi très sympa. Donc voilà, en quelques mots, 33 ans de carrière,
dont plus de la moitié internationale. Et réellement, je crois que ce qu'a dit Cécile, je suis complètement d'accord. Je me suis retrouvée très souvent en situation où j'étais la seule femme, des situations un peu cocasses où je vais à l'école, je suis la seule maman qui travaille et du coup, mes enfants ne comprennent pas pourquoi moi je travaille, pas les autres. Donc, tout ça, effectivement, il y a effectivement des évolutions. On commence à voir des hommes qui suivent leurs femmes. Mais d'un point de vue évolution de carrière, c'est tout à fait clair dans ma tête que si je n'avais pas fait ces choix, si je n'avais pas osé partir dans des pays où on ne m'attendait pas, où ce n'était pas toujours facile, je ne pense pas que je serais arrivée là où je suis arrivée aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de faire ça court, Marie-Pierre, donc je te rends la parole. Et l'exercice était difficile parce que ton parcours est déjà impressionnant, donc merci pour ce partage. Et je vous emmène maintenant du côté de Shanghai avec Sophie. Sophie, c'est à toi. On avait un petit problème technique, je pense qu'il est résolu. Sophie? Je pense qu'elle est encore en mute. Il faut voilà. Vous m'entendez? Oui, cette fois nous t'entendons. Bonjour à toutes et tous. Je suis Sophie Breton. Je ne vois pas les slides. On va peut-être procéder au premier clic où vous voyez mon nom et mon titre actuel. Donc, je suis senior vice-président à Your Group. Le terme senior, bien entendu, est à comprendre dans le sens anglo-saxon, hein, puisque je suis membre du comité stratégique du groupe. Comme exprimé précédemment, j'ai également plus de 30 ans de carrière, donc ça pourrait aussi justifier ce terme senior. Donc pour me présenter, j'ai choisi de partager quelques photos personnelles. Je suis une femme, hein, puisque aujourd'hui c'est une woman, donc j'ai trouvé ce pictogramme qui est assez neutralisé d'un point de vue genre. Je suis née à Paris et donc je pense que le fait d'avoir deux frères et d'avoir eu une éducation, on va dire, peut-être avant les tendances actuelles qui se voulaient très égalitaires, hein, mes deux frères et moi-même, on était une semaine sur trois de corvée pour mettre la table. Donc ma mère avait un petit peu cette optique d'être très égalitaire. C'était un petit peu les années 70, alors peut-être ça a éveillé une forme de féminisme chez moi. Bon, pour autant, je savais également jouer de ma féminité. À 3 ans, paraît-il, hein, c'est ce qu'on m'a raconté, j'avais refusé de pousser la voiture en vacances qui était tombée en panne. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un petit background familial. Donc j'ai encore mon papa, que vous voyez sur la photo, qui a 92 ans. Et j'ai depuis plusieurs années un compagnon dans ma vie, mais il réclame des droits à l'image, donc je n'ai pas mis de photo sur cette présentation. Vous êtes tous dans un cursus au niveau de l'INSA et probablement qu'un des conseils qui vous est donné, c'est de changer régulièrement de société pour pouvoir progresser. En tout cas, c'est un conseil qu'on entend. Je dirais qu'à ce niveau-là, moi j'ai fait 2 sociétés. J'ai travaillé pendant 22 ans pour General Electric. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je travaille pour le groupe Aguerre. Donc j'ai toujours été dans le domaine de l'électricité. À chacun sa vérité. À ce niveau-là, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir toujours trouver dans sa société des nouveaux postes, des nouveaux challenges. J'ai eu cette chance chez General Electric et puis j'ai également cette chance dans le groupe Aguerre. Donc mon parcours international est différent de celui de Magali. J'ai envie de dire que c'est plutôt un parcours international toile d'araignée, puisque j'ai une évolution qui est partie de la France. Hein. J'ai d'abord travaillé pendant 8 ans, hein, j'ai fait le compte pour ce call, 8 ans en France dans des fonctions plutôt marketing au sein du groupe General Electric dans le domaine de la basse tension. Puis ensuite, j'ai rejoint une grande initiative à l'époque qui était l'initiative Six Sigma, hein, dont vous connaissez certainement l'optique, hein, qui est une initiative qualité. Donc pendant 2 ans, j'ai eu un poste plutôt dans le domaine marketing-vente au niveau Europe. Et ça m'a permis de basculer du marketing vers les ventes en ayant par la suite, dans une autre division de General Electric, dans l'éclairage,
une responsabilité de business leader, alors d'abord de directeur des ventes, directeur commercial, directeur général, puis ensuite directeur général multi-pays. Donc voilà, donc progressivement, on va dire la carte de France, j'ai été vers l'Europe continentale. Puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Aguerre. Alors oui, peut-être préciser qu'en étant chez General Electric, j'ai beaucoup travaillé forcément avec des Américains, également avec les pays de l'Est, puisque nos usines se basaient dans l'Est. Donc, c'était, on va dire, une itinérance à partir d'une base, mais qui m'amenait à rencontrer d'autres cultures. Et puis, plus récemment, depuis 4 ans, effectivement, je suis basée à Shanghai, donc je suis en charge de la région Asie-Pacifique, qui va de l'Inde jusqu'à l'Australie, en passant bien sûr par la Chine, où je suis basée, et les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, ce que je souhaitais également partager par rapport à cet aspect international, c'est que les opportunités, il faut les saisir, mais il faut les saisir quand on en a envie. Donc, précédemment, quand j'étais chez GE, on m'a proposé 2 fois une expatriation, une fois à Barcelone, c'était plutôt sympathique, dans les années des Jeux Olympiques en plus, et puis une autre fois aux États-Unis. C'était pas le moment, j'avais d'autres priorités familiales, et puis chez Aguerre, il y a quelques temps maintenant, on m'a proposé donc de prendre le poste Asie-Pacifique. Voilà ce que je voulais partager. Sur l'aspect de leadership par rapport à cet aspect international, je pense que bien sûr les cultures sont différentes entre la Chine, les US, l'Europe. En tant que leader, moi ce que je vois en point commun, c'est la nécessité d'écouter ces équipes et également de montrer qu'on écoute. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est vraiment le point commun. Le point de différence en termes de leadership et surtout de leadership d'exécution, c'est la vitesse. Pour moi, c'est vraiment, dans mes différentes expériences, les principes de leadership, les principes de management sont restés assez semblables. Mais c'est vrai que la vitesse et la vitesse d'exécution est très différente quand on travaille avec des Américains, quand on travaille avec des Chinois, quand on travaille avec des Européens. Donc c'est un petit peu le point de différence, sachant que, comme je le disais, les fondamentaux restent les mêmes. Voilà, et puis j'ai mis quelques mots-clés. Effectivement, je suis ingénieur, j'ai rapidement fait un MBA à l'EDEC juste après en fait mon cycle ingénieur. J'ai travaillé toute ma carrière dans le domaine électrique ou périphérique. Et puis, j'ai effectivement eu l'occasion d'avoir des expériences multi-pays et puis aussi multi-canaux de vente, B2C, B2B, l'automobile. J'ai vraiment eu des contacts avec différents types de clients où là aussi, l'écoute client est un point important. Voilà pour le partage. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui, merci beaucoup, Sophie. Autre parcours, autre perspective. Je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Hélène et vous emmène à Singapour. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait, oui. D'accord. Alors, quelques mots à propos de mon parcours. Moi, j'ai grandi dans une famille militaire. Mon père était pilote de chasse. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux avions, vous avez la photo du milieu en haut qui est un super Mystère B2, qui était les avions de chasse de l'armée française dans les années 70. Et quand j'étais enfant, je gardais le souvenir de ces machines super impressionnantes, super bruyantes, et des journées portes ouvertes pour les familles sur les bases aériennes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je pense avoir développé mon goût pour la technologie à partir de là. J'ai jamais beaucoup aimé jouer à la poupée quand j'étais enfant. Je préférais piquer les Legos de mon frère. Je préférais les jeux de construction. Pendant mon enfance et mes études, je n'ai jamais ressenti comme un handicap le fait d'être une femme par rapport à la technologie.
Je dirais que les problèmes sont venus plus tard dans le monde du travail. Donc, après l'INSA de Lyon en mécanique, donc même promo, même département que Sophie, même promo que Sophie et Magali. Après ça, donc après l'INSA de Lyon, j'ai fait un master à HEC. Et là aussi, pareil, le fait d'être une femme, je ne ressentais pas vraiment de discrimination et de différence. Les problèmes sont venus plus tard dans le monde du travail, quand j'ai vu des hommes passer devant moi pour les promotions, pour les augmentations, pour les expatriations, comme le disait Cécile. Ça, je l'ai vécu. Et heureusement, ce qui m'a un peu aidée et un peu tirée, c'est que dans cet environnement très masculin dans lequel j'étais, parce que j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la défense, de l'aéronautique ou de la sécurité, j'ai eu dans mon entourage des femmes qui ont été des modèles et des mentors pour moi. Alors, je me souviens de l'une d'elles qui était chef de projet pour des satellites militaires anglais qu'on faisait à l'époque chez Airbus Defence and Space. Une femme charmante qui était peintre amateur à ses moments perdus et qui roulait en Aston Martin, comme James Bond. J'adore James Bond. Alors, c'est la photo qui est sur la droite, là. Vous voyez, l'Aston Martin de James Bond pleine de gadgets. Encore ce goût pour les machines, les avions, les voitures, les bateaux. Et une autre femme mentor dans ma vie qui était importante pour moi, donc, qui est une alumni HEC, qui me disait tout le temps bright colors, always wear bright colors, porte tout le temps des couleurs vives. Donc, c'est la photo que vous voyez sur la gauche avec la robe orange. J'ai l'habitude de porter des couleurs très vives. Et pourquoi elle faisait cette recommandation? Parce qu'elle pensait que les femmes ont tendance à ne pas être visibles, à s'auto-censurer, à ne pas prendre la vedette du fait qu'elles se sentent en minorité. Ce que j'ai appris au cours de ma carrière, c'est que plus vous évoluez dans la hiérarchie des entreprises, plus vos compétences dans les relations interpersonnelles deviennent importantes par rapport à vos connaissances en sciences ou en ingénierie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender en début de carrière et on s'en rend compte après. Et après, une fois que c'est vous, la chef, vous serez en tant que femme encore plus visible parce qu'il n'y en a pas tellement et encore plus critiquée. On va vous trouver trop autoritaire ou pas assez autoritaire, trop maternelle ou pas assez maternelle, trop assertive ou pas assez assertive. Donc, il y a toujours, vous êtes toujours le point de mire et on va toujours vous comparer et essayer de voir comment vous êtes dans ce rôle. La photo du centre, c'est la photo avec mon boss qui m'a recruté chez Axis Communication où je suis actuellement, Magnus Zerdenfeld. Et c'est une photo qui est prise sur le chantier du métro de Saigon au Vietnam. C'est vraiment pour moi un tournant dans ma carrière quand je rejoins une société suédoise. La culture scandinave est très égalitaire, très inclusive et tout est fait pour que l'ambiance au travail soit agréable pour les femmes. Pas de remarques ou de blagues sexistes, comme j'ai pu voir, y compris dans des boîtes américaines, des boîtes françaises, bien sûr. Ces remarques ou ces situations qui vont mettre les personnes mal à l'aise. Il y a aussi une culture de l'égalité dans les promotions, dans les augmentations, réellement. Et c'est un vrai changement et une culture d'entreprise qui me convient très bien. Et je ne pensais pas, après 25 ans de carrière, rencontrer ce genre de culture d'entreprise. La dernière photo illustre la méditation. Donc, moi, je suis arrivée en Asie il y a 7 ans. Auparavant, j'ai eu toujours des jobs internationaux, mais basés en France. Et j'ai découvert pas mal de choses intéressantes qui sont un petit peu loin, je dirais, de la culture judéo-chrétienne qu'on peut trouver en Europe. Pour ceux qui ont lu le livre de Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, la méditation, c'est pour moi un moyen d'aiguiser ma scie, c'est-à-dire un moyen de prendre du recul, de me recentrer sur moi-même avec toutes mes dimensions, les dimensions physiques, sensorielles, spirituelles, mentales, intellectuelles. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Alors, je voudrais terminer sur des petits conseils. Soyez visible. Ne soyez pas la bonne élève qui va croire qu'elle aura des bonnes notes parce qu'elle a bien fait. Le monde du travail, ça n'est pas l'école. Vous devez faire, vous devez bien faire et vous devez faire savoir ce que vous faites. Choisissez bien votre compagne ou votre compagnon de vie. Assurez-vous que cette personne vous soutiendra dans vos choix de carrière. Ne vous laissez pas rogner vos ambitions.
si vous en avez, et changer plutôt de partenaire. Ça, c'est un conseil que je ne donne pas en Asie parce que c'est politiquement incorrect, mais là, je me sens l'autorisation de le donner. C'est trop difficile de se battre à la fois à la maison ou dans sa famille et de se battre aussi au travail. Il faut avoir du support chez soi, dans sa famille, sinon c'est trop difficile. On ne peut pas passer sa vie à se battre tout le temps. Et enfin, le dernier conseil, choisissez bien votre employeur. Regardez le nombre de femmes au conseil d'administration, le nombre de femmes au comité de direction. Contactez par exemple des anciens INSA qui travaillent dans ces entreprises pour vous rendre compte de ce que c'est qu'être une femme dans cette entreprise, quelle est la culture d'entreprise et est-ce que c'est un endroit où vous allez pouvoir vous épanouir. Merci de m'avoir écouté. Marie-Pierre, je te... Merci beaucoup Marie-Hélène pour ce témoignage, pour ta franchise aussi et pour ces premières recommandations. Et last but not least, je vous emmène à Bali où Pauline nous attend. Pauline. Bonsoir à tous. Donc, je suis Pauline, je suis diplômée INSA Lyon Télécom 2011 et après 10 ans de carrière, j'ai déjà changé 7 fois de travail. Après 3 ans en société de conseil à Paris, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Donc, étant une ancienne AmerINSA, donc la filière franco-latino-américaine de l'INSA Lyon, je souhaitais trouver un poste en Amérique latine. Et malheureusement, mon client parisien de l'époque m'a proposé de partir en BIE à Singapour. Et c'était une trop belle occasion d'avoir un bon contrat. Donc, je l'ai pris. Malheureusement, j'ai attrapé la fièvre asiatique. Et du coup, j'ai mis un pied en Asie et je n'ai jamais pu repartir. Pendant mon BIE à Singapour, j'ai découvert la beauté des pays alentours et de l'Asie du Sud-Est. Peu à peu, je ne me reconnaissais plus dans la routine métro-boulot-dodo, d'autant plus que je travaillais pour la plus grosse compagnie pétrolière française. Ce n'était pas vraiment en adéquation avec mes convictions. Du coup, après 3-4 ans d'expérience, j'ai décidé de faire un break. Et j'ai profité de ce break pour faire du volontariat en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Donc, pendant 1 an, j'ai entre autres aidé une fondation à la création d'un site e-commerce pour promouvoir l'économie locale. Après ça, je me suis remise à chercher du boulot, du travail en France et en Asie de nouveau. J'ai travaillé quelques mois en France en tant que chef de projet digital pour une entreprise dans le secteur des mobilités douces. C'était mon job de rêve. Mais ça a été un rêve de courte durée parce que j'ai dû quitter l'entreprise à cause de tensions avec ma manager. Je reparlerai de ça un peu plus tard. Début 2018, je me retrouve de nouveau à Singapour en tant que consultante. J'ai eu l'opportunité de travailler pour des beaux projets, incluant beaucoup de business trips, je ne sais plus comment on dit en français, voyages d'affaires autour de l'Asie-Pacifique. Et puis, mi-2019, mon compagnon, qui est indonésien, m'annonce qu'il souhaite lui aussi quitter son travail et créer sa propre société de production vidéo à Bali. Donc, depuis Singapour, je commence à l'aider, je crée son site web, je rédige ses premières propositions commerciales, je négocie avec ses prospects par mail. Et puis, finalement, je décide de quitter Singapour pour Bali, pour travailler à plein temps pour Bali Motion Media, donc la société que j'ai créée avec mon compagnon qui est devenu depuis mon mari. Très récemment, il y a 3 mois, pour la santé mentale de notre couple, j'ai décidé de reprendre un contrat d'employé. Aujourd'hui, je travaille en tant que Sales et Operation Manager pour SmartMed. C'est une petite start-up tech à Bali, une petite équipe de 20 personnes fondée par un Australien. Du coup, je supervise les ventes et les opérations et je me sens réellement à ma place. Grâce à mes expériences en gestion de projet, en entrepreneuriat et aussi en conseil, parce que c'est une petite société de conseil, j'ai vraiment les clés pour avoir un vrai impact sur cette start-up et je suis ravie parce qu'en quelques mois, on a déjà atteint plusieurs objectifs fixés par nos investisseurs. Donc, pour parler un peu plus général de mes expériences, je dirais que sur le plan international, c'est ultra enrichissant de travailler dans une autre langue et dans une autre culture, mais ça peut être aussi très déroutant. En Asie, par exemple, on a une conception
différente de la hiérarchie et on n'interagit pas de la même façon avec ses collègues et ses managers qu'en France. En plus de ça, en revenant en France en 2017, j'ai eu le choc culturel inversé. J'étais bien trop investie dans mon travail, dans ma façon de travailler, et je me suis sentie en vrai décalage avec mes collègues qui n'avaient jamais travaillé à l'étranger ou même voyagé à l'étranger. Sur le plan ingénieur au féminin, j'ai parfois l'impression d'être passée à côté d'une autre carrière. Je m'explique. En fait, j'ai toujours aimé le côté technique du métier d'ingénieur, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, on m'a toujours un peu orientée sur des métiers chef de projet, des métiers de communication avec le client, des métiers très organisationnels et très peu techniques. Et finalement, en 2019, quand j'étais à Singapour, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet plus technique en tant qu'auditeur Wi-Fi. Et ça m'a vraiment plu. J'étais vraiment à fond dans le projet et j'ai adoré ça. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que je ne devrais pas recommencer quelque chose de plus technique et moins organisationnel? Donc, j'ai commencé à apprendre à coder de manière perso et j'espère que mes nouvelles opportunités actuelles me permettront de faire aussi des choses un peu plus techniques, même si j'ai un poste à responsabilité, donc je pense que ce sera pas avec cette opportunité-là sur laquelle je suis en train de travailler. Si je dois donner un seul conseil pour les jeunes filles et jeunes femmes qui sont ingénieurs et qui voudraient faire une carrière internationale, c'est de vraiment s'écouter en fait et de prendre le temps de faire un break quand on ne sait pas trop où aller. C'est pas grave de ne pas avoir de salaire pendant quelques mois. C'est pas grave d'être un peu perdu et de pas savoir où on veut aller. Il faut juste prendre le temps, s'écouter, essayer d'autres opportunités. Moi, j'ai pris toutes les opportunités qui me passaient sous la main, qui me semblaient attractives. Et finalement, je suis plutôt contente du parcours que j'ai eu. J'ai jamais regretté de changer 8 fois de travail depuis mon diplôme. Et j'ai l'impression d'avoir appris un tas de choses et d'avoir eu un tas d'expériences que je n'aurais jamais eu en ayant une carrière de consultante à Paris pendant 10 ans. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions pendant la Q&A. Et puis, voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Pauline. Alors, peut-être une précision quand même pour notre public aujourd'hui. Vous l'avez constaté, on a un témoignage d'Europe et puis les autres sont en Asie. Il y a bien évidemment des carrières possibles et des témoignages aussi qui auraient pu arriver d'Amérique latine, par exemple. C'est surtout une question de décalage horaire pour avoir tout le monde au même moment sur le même écran. Voilà, tout simplement. Alors, je m'adresse du coup maintenant à peut-être Cécile, qui je crois reprend la main par rapport à Isabelle qui a perdu sa voix pour cette partie Q&A. Et n'hésitez pas encore une fois à formuler toutes les questions sur le chat. Oui, merci Marie-Pierre. Donc, effectivement, on a deux questions suite aux interventions et aux témoignages très riches qu'on vient d'avoir. Pensez-vous qu'être ingénieur INSA et française à l'étranger a facilité vos expériences professionnelles à l'international? Donc, peut-être Magali, pour cette question, ça faisait écho à votre propos. De manière générale, à l'INSA, en tout cas, il y a 30 ans, mais je crois que ça n'a pas tellement changé, on était un peu des têtes brûlées tous quand même. C'était quand même un profil assez particulier. C'est un profil d'ingénieurs qui sont assez forts. Le côté sportif, le côté… Enfin, moi, par exemple, je faisais partie des rugby gonzettes. Pardon. Donc, je jouais au rugby. Donc, il y avait cet esprit-là. Et je crois que ça a été exprimé par les différentes personnes ici. Ce qui est vraiment important, c'est d'oser y aller, c'est d'oser suivre ses rêves, c'est de ne pas hésiter, de ne pas trop se poser de questions et de ne surtout pas laisser les autres vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien pour une femme, etc. Et je crois que l'INSA donne vraiment ce genre d'état d'esprit et aide avec cet état d'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir cet état d'esprit qui fait qu'on va à l'INSA ou le contraire,
mais je pense que ça en fait partie. Après, le fait d'être française, je crois qu'on est à l'étranger. Moi, j'étais dans un milieu américain tout le temps, donc un peu comme ce que disait Marie-Hélène, très basé sur la compétence et sur le travail qu'on fait beaucoup plus que sur le diplôme, la nationalité, etc. C'est vraiment des cultures très différentes. Je ne sais pas si française, ça m'a aidé, mais je pense que l'état d'esprit INSA, clairement, est un bon terreau, on va dire, pour des carrières à l'international. Bon, ce qui nous conforte dans notre modèle INSA de valoriser effectivement ce terreau propice pour les carrières à l'international. Une deuxième question qui concerne le syndrome de l'imposteur. Alors peut-être Marie-Hélène, par rapport à votre propos. Donc la question c'est le syndrome de l'imposteur, vous a-t-il suivi dans vos carrières? Comment l'avez-vous contré? Peut-être par rapport à ce que vous aviez évoqué. Est-ce que Marie-Hélène, vous voulez répondre à cette question? Je dirais que je ne l'ai pas forcément vécu, mais je l'ai vu et je pense que ce qui est important par rapport à ces sujets-là, c'est d'avoir des endroits où on peut libérer la parole dans les entreprises. Et la première fois où j'ai vu ça, c'est quand je travaillais pour IBM, où il y avait quelqu'un qui était à très, très haut niveau chez IBM qui a dit moi aussi, j'ai un corbeau qui se perche sur mon épaule et qui me dit t'aurais jamais dû avoir ce job, c'est pas un truc pour toi, t'es pas assez bon. Il y en avait plein qui étaient bien meilleurs que ça. Et je dis, enfin, quand je m'aperçois en fait que des hommes aussi ont le syndrome de l'imposteur, des hommes qui sont promus à des jobs, etc. Donc après, ça m'a vraiment décomplexifiée par rapport à ça. Et je me suis dit, si on me met dans ce job, c'est que je suis capable de le faire. J'ai arrêté de me poser des questions et voilà, il n'y a pas de... Non, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment eu. Je m'en suis débarrassée vite si je l'ai eu. Oui, peut-être que vous en êtes débarrassé de ce qu'on entend et ça se nourrit finalement de beaucoup de confiance en soi, tout ça, mais qui se nourrit aussi du regard des autres très certainement. D'ailleurs, ça rejoint un peu votre propos quand vous évoquiez il faut être visible. Et on se demande si une femme ne se doit pas d'être plus visible alors qu'un homme. Enfin, c'est une des questions qu'on aurait envie de toutes vous poser. C'est quelque chose que vous avez affirmé. Soyez visible dans les conseils que vous prodiguez. Et est-ce qu'une femme se doit d'être plus visible? Alors, je ne sais pas si c'est Marie-Hélène ou on Moi, je pense que oui, personnellement, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il faut qu'une femme soit plus visible et qu'elle mette en valeur ce qu'elle fait. Parce que ce que j'ai vu, par contre, et ce que j'ai vécu, c'est le syndrome de la bonne élève. J'ai bien fait mon job, donc on va me reconnaître et à la fin de l'année, j'aurai une bonne note. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je me souviens avoir eu un problème quand j'ai eu mon premier enfant et être paralysée d'une jambe pendant plusieurs semaines après l'accouchement. Et j'étais sur un projet super important, enfin que je pensais super important pour ma boîte. Donc j'y ai passé vachement de temps. J'ai bossé pendant mon congé maternité et je pensais que quand il y aurait les augmentations, on m'en serait reconnaissant. On me reconnaîtrait ça. Et on m'a dit, bah, écoute, tu comprends, tu as été en congé de maternité cette année, donc zéro d'augmentation. Et je pense que j'aurais dû montrer, faire savoir au plus haut niveau de la hiérarchie dans la boîte où j'étais à l'époque que je travaillais, bien qu'ayant une béquille, bien qu'ayant une jambe paralysée, bien qu'étant en congé de maternité, que je menais à bien le projet qu'on m'avait confié. Donc ce serait à refaire, je me serais rendue beaucoup plus visible du management. Je voudrais juste rajouter une chose, et après je me tais, je laisse la parole aux autres sur le syndrome de l'imposteur, parce que moi je l'ai vécu. Je l'ai beaucoup vécu parce que justement j'étais tellement différente des gens que je remplaçais. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce poste-là, parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, par exemple, quand je me suis retrouvée VP marketing, j'avais 15 ans de moins que les hommes et je ne signais pas des contrats en buvant de la bière au bar. Et il m'a fallu un petit moment pour comprendre qu'en fait, on me donnait ce poste parce que justement, on voulait amener un changement. Donc, en fait, plutôt que de prendre ça comme un syndrome de l'imposteur en disant je ne suis pas qualifiée, il faut plutôt prendre ça. On m'a choisi parce qu'on veut vraiment transformer ce poste et il ne faut surtout pas que je change, il faut que je reste comme je suis et que je ne cherche pas à me conformer aux autres. Je vais juste rajouter ça. Merci. Alors peut-être une dernière question avant qu'on reprenne d'autres témoignages ou poursuivre. Comment avez-vous géré le fait d'être une femme étrangère face à vos collègues locaux? Alors, je ne sais pas si Sophie est toujours avec nous, si elle nous entend. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Oui, je suis toujours avec vous.
Donc le fait d'être une femme expatriée parmi des Chinois, par exemple, hein, c'est pas la question. Hein. Écoutez, sur la culture asiatique, en tout cas sur la culture chinoise, dans des niveaux d'encadrement, et alors, encore plus en étant basée à Shanghai, une ville un petit peu privilégiée en Chine, voilà, il y a quand même pas mal de femmes cadres dans pas mal de fonctions. Bon, c'est assez comparable du reste à ce qu'on peut voir en Europe, avec des fonctions qui sont effectivement quand même plus sur la partie RH, plus sur la partie finance. On est plutôt dans l'efficacité. J'ai vraiment pas le fait d'être étrangère rencontrer, je pense, des difficultés différentes, on va dire, que celles de mes collègues masculins. Je suis dans pas mal d'associations professionnelles à Shanghai. On rencontre parfois la même méfiance, parfois également, comme ça a été dit, la culture de la hiérarchie qui est beaucoup moins présente en Europe, qui est très présente en Asie. Donc non, j'ai pas ressenti quelque chose de particulier. Je voudrais juste rebondir sur la question d'avant, sur l'aspect. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Magali sur le fait qu'on fait souvent appel aux femmes quand il faut faire bouger les lignes et il faut faire de la transformation. Je l'ai vécu également. Et j'ai bien aimé aussi l'aspect bon élève. Je pense que c'est une tendance qu'on a, qui est une tendance qui vient de l'éducation, certainement, hein, d'essayer de bien faire les choses et puis bon voilà, d'attendre la récompense. Après, moi, je suis pas sûre qu'on doit être plus visible que les hommes. On doit être aussi visible que les hommes. Je pense qu'il faut rester aussi dans son style personnel. Alors, est-ce que c'est un style féminin ou un style personnel, je ne sais pas, mais il faut aussi rester soi-même. Bien sûr, prendre en compte l'aspect réseau, mais pour autant rester soi-même pour donner le meilleur de soi-même, et puis voilà, et en retour il y a ce qu'il y a, et c'est la vie. Et je pense qu'il y a aussi des déceptions pour les hommes parfois aussi, hein. Donc voilà, je suis juste pour dire que j'étais d'accord avec ce qui a été dit avant par mes collègues. Merci Sophie. Donc une autre question suite à une interpellation de Marie-Pierre par rapport à notre public masculin. Est-ce que finalement ce syndrome qu'on décrit de l'imposteur ou ce syndrome de bon élève, est-ce que c'est pas plutôt lié aux formations d'ingénieurs, hein, où on peut être effectivement dans cet état d'esprit, plutôt que lié au fait d'être femme. Alors peut-être Pauline qui n'est pas intervenue. Si c'est une question qui vous inspire. C'est une question très longue, alors il faut que je l'appréhende un peu plus. Ça ne m'inspire pas forcément, mais je voudrais donner une expérience que j'ai vécue il y a juste quelques mois. Par rapport à ce syndrome de l'imposteur, en fait, à la fin de l'année dernière, je suis revenue de France et je cherchais du boulot en Indonésie. Donc, j'étais déjà en Indonésie en tant qu'entrepreneur depuis 2 ans. Et je prépare mon CV et je commence à postuler un peu de partout. Et avec un assez sérieux syndrome de l'imposteur, vu que, comme vous l'avez pu le voir, mon parcours est assez décousu. Donc, je savais que j'avais des capacités, mais je n'étais pas sûre que quelqu'un me donne un poste. J'avais de très gros doutes sur le fait que je puisse prendre des responsabilités dans une entreprise, surtout qu'à Bali, les places sont chères. Il y a très peu de postes pour les personnes expatriées. Et en fait, tout simplement en postant mon CV sur Facebook, j'ai une vingtaine de personnes qui m'ont contacté avec des postes de toutes sortes, pas forcément uniquement ingénieurs, mais sur plein d'opportunités dans tout type d'industrie.
Et je pense que c'est le pouvoir de la formation INSA et de la formation d'ingénieurs en général. En fait, on est un couteau suisse ça nous permet de développer un tas de compétences, surtout ensuite quand on brode avec sa carrière et que ça permet justement d'être attractif par rapport au marché du travail et de pouvoir même sortir un petit peu du métier d'ingénieur dans un second moment de carrière. Voilà, donc ce n'est pas vraiment une réponse à la question, mais clairement, ce syndrome de l'imposteur, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment… En fait, il faut se confronter avec des expériences, il faut se confronter avec le marché du travail pour se rendre compte que même en tant que femme, avec un diplôme d'ingénieur et un parcours, on a énormément d'opportunités qui sont à portée de la main. Et que voilà, il suffit d'oser en fait. Il suffit de taper à la porte pour avoir des opportunités qui viennent qui arrivent. Merci Pauline. Peut-être une autre question. Si c'était à refaire, alors elle est très large, puis je crois qu'elle va s'adresser à celles qui souhaitent l'apprendre. Si c'était à refaire, que feriez-vous différemment? Pas simple comme question, ça demande un peu de temps de réflexion peut-être, mais est-ce que ça inspire l'une d'entre vous? Écoute, puisque personne ne va répondre, franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je crois que j'ai changé mes priorités au moment où je sentais que ça allait plus, ce que disait Pauline tout à l'heure. Faut parfois, moi j'appelle ça arrêter le train et descendre en gare et laisser passer 2-3 trains avant de remonter dedans, tu sais, arrêter ce day-to-day où on n'a pas le temps de réfléchir. Je crois que j'ai su le faire. Il m'est arrivé des trucs plus ou moins sympathiques, mais comme ça arrive à tout le monde. Et on a réagi. Et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne question à se poser soi-même parce que tu ne sais pas où t'aura emmené notre direction. Donc, il vaut mieux être fier de ce qu'on a fait et réfléchir au futur plutôt que se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Donc, moi, non, je ne change rien. Je garde le même mari, les mêmes gosses. Ouais, non, les gosses, peut-être je change. Non, je plaisante. Ça évite les regrets, finalement, c'est pas mal. Non, je pense que Sophie, on parlait de l'aspect bon élève. Bon, moi, j'ai travaillé pendant 22 ans chez General Electric et voilà, j'avais un petit peu la culture de la société, hein, c'est sûr, la culture du trimestre, de réaliser ses objectifs, etc. Donc, il y avait probablement un côté un petit peu excessif et perfectionniste et par rapport à l'aspect management, sans être tortionnaire, hein, c'est pas ça, mais peut-être que en étant un petit peu dans ce moule, je n'exploitais pas suffisamment le côté inclusif et le côté relationnel que pourtant j'avais en potentiel, mais que j'utilisais pas. Donc voilà. Je pense que j'aurais pu peut-être passer parfois des périodes de façon plus cool. Alors c'est aussi un petit peu l'expérience aussi ensuite c'est ce que nous apprend la vie aussi. Donc voilà, peut-être ce que je vois dans les nouvelles générations où il y a vraiment une balance vie privée, vie professionnelle que je pratique également fort heureusement également maintenant, mais je pense qu'il y a une awareness, une conscience, on va dire, d'avoir cet équilibre qui est plus forte, et je pense que c'est une très bonne chose. À ce niveau-là, ce sont plus les nouvelles générations qui nous montrent l'exemple plutôt que l'inverse. Voilà, c'est peut-être ce que je ferais différemment en termes de gestion du temps. Voilà. Y faire plus de méditation, comme le disait Marie-Hélène précédemment. Moi, je pense que si c'était à refaire, j'ai eu une expérience où je suis restée trop longtemps
dans une boîte avec un manager toxique et j'aurais dû partir bien plus tôt. Donc, si c'était à refaire, je pense que je serais partie. Je suis restée 4 ans, j'aurais dû partir beaucoup plus tôt. Alors Magali, Sophie, Marie-Hélène, Pauline, je me permets de reprendre la main puisque l'heure tourne. Je retiendrai qu'impossible is not a fact. On a parlé de mentor, Marie-Hélène notamment, et donc ce réseau INSA est aussi une formidable opportunité pour vous tous pour aller choisir, identifier un ou plusieurs mentors. Il faut s'affirmer, se faire voir, bien choisir son employeur, s'écouter, respecter aussi ses choix, ses envies, être soi-même. Donc beaucoup de messages et encore un grand merci. Alors, quelques mots bien sûr de remerciements avant de conclure. Bien sûr, toute l'équipe qui m'ont aidé à organiser cet événement. Isabelle aussi, Cécile, bien sûr, merci. Véronique Desruelles, qui est la directrice de la communication pour le groupe INSA et toute son équipe. Je tiens également à saluer INSA Alumni. Et puis, bien sûr, nos chers diplômés avec lesquels eh bien, c'est toujours un plaisir de collaborer. Merci aussi aux étudiants qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui nous écouteront en replay, parce que le replay a toujours beaucoup de succès. C'est toujours très inspirant. Alors, notre prochain rendez-vous, j'ai déjà plaisir à vous l'annoncer, il arrivera très vite. C'est le 4 avril à 18h heure de Paris et ce sera sur le thème du MBA.